Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux personnes de cœur pour qui l'engagement social n'est pas qu'un passe-temps, ça coule assurément dans leurs veines. Installez-vous confortablement car vous êtes sur le point de plonger dans un monde où les gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Bonne émission. Et bienvenue à cette nouvelle émission des Héros Anonymes. On a une héroïne anonyme aujourd'hui. Bon, héroïne est peut-être un mauvais choix de mots avec l'organisation pour laquelle elle travaille. Je m'en excuse. Vous allez comprendre, là. On va prendre le temps de s'expliquer. Élise Desaulniers, directrice générale, Fondation Dépendance Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Donc, vous avez compris, là, mon mauvais jeu de mots, héroïne et Fondation Dépendance Montréal. On va régler la question tout de suite. Fondation Dépendance Montréal, on comprend que c'est des dépendances. Hein? Le nom est quand même assez explicite, c'est parfait. Peut-être plus simple que Fondation Dollard-Cormier à l'époque, oui. Là, où je vais vous avouer là, que je ne connaissais pas exactement toute l'histoire de Dollard-Cormier dans le réseau universitaire. Mais Fondation Dépendance, on comprend, c'est rattaché en plus au Centre de réadaptation aux dépendances de Montréal. Quand on parle de dépendance, on a tous des images qui nous viennent en tête. On pense, bon, oui, on peut penser à l'alcool, on peut penser à la drogue, mais il y a d'autres sortes de dépendances. Vite de même, quelles sont les dépendances qui sont captées ou qui font partie de l'offre de service du centre que vous soutenez là, comme fondation? Bien donc, évidemment, on l'a nommé drogue, alcool, c'est les plus connus, mais il y a aussi la cyberdépendance et dont on parle de plus en plus depuis plusieurs années, et le jeu aussi. Donc, c'est 4 grands groupes de dépendances-là. C'est vrai. La cyberdépendance, on entend parler. Il n'y a pas personne qui n'a pas entendu parler de Fortnite à un moment donné là, qui est ma hantise. Là, mon garçon s'est déguisé en bonhomme de Fortnite, même s'il ne joue pas à ça, puis qu'il n'a jamais joué à ça, puis qu'il ne jouera jamais à ça. Bon, je suis plein de beaux principes après ça. Clairement, tous les parents sont pleins de bons principes. Watch out à l'adolescence. Oui, c'est ça. ça se peut qu'il navigue dans mes limites. Et le jeu. Ben, le jeu, on pense par exemple les casinos, les jeux en ligne aussi. Bon, évidemment, le jeu prend bien de la place, puis ça peut être juste de jouer à l'argent avec ses amis. Tout ça est un reflet, ou n'en est pas un, mais d'une société qui, clairement, a peut-être failli des fois avec ses gens, avec son monde, parce que, clairement, on met en place des éléments, je pense aux jeux qui font partie de l'État. Hein, c'est quand même particulier que ce soit l'État qui centralise tout ça, mais qui, en même temps, utilise ça comme une belle grande tirelire pour générer de l'argent. Mais même chose pour l'alcool. Même chose pour le cannabis également. Oui. Fait que l'État a bien beau centraliser, puis bon, probablement bien gérer ça. Je suis sûr qu'il y a des bien-pensants beaucoup plus intelligents que moi qui font ça, mais en même temps, ils créent le problème aussi d'un côté. Comment les dépendances, puis toute la clientèle qui rentre au centre, comment on peut en faire la lecture de ce qu'on a peut-être échappé comme société pour qu'on en arrive là? Moi, ça fait 1 an et demi que je suis là, donc je suis vraiment, vraiment pas une spécialiste de ces enjeux-là. Notre rôle, nous, à la Fondation, c'est de soutenir les usagères et les usagers. Mais ce que j'ai compris avec mes petits yeux naïfs là, de nouvelles dans le milieu, c'est que c'est de la souffrance, puis c'est de la souffrance invisible. La crise de dépendance, c'est une crise de santé mentale. On le sait, 90% des gens qui souffrent de dépendance ont aussi des problèmes de santé mentale. Et à quelque part, je pense que ce qu'on a là, c'est des problèmes de santé mentale sous-diagnostiqués dont on ne s'est pas occupé. Puis les gens, à quelque part, ils cherchent à apaiser leur souffrance. Hein. Tout le monde cherche à apaiser ses souffrances. Dans le cours de notre vie, on trouve différents moyens. Pour certaines personnes, comme moi, par exemple, ça peut être le sport. Je suis devenue une coureuse dans les dernières années, puis ma pratique du sport est une façon de trouver un équilibre dans ma vie. Mais pour d'autres, ils vont trouver une espèce d'apaisement dans de la consommation. Puis au début, ça fait du bien.
Puis, à un moment donné, ben, on réalise que ça fait plus de tort que de bien. Mais comme vous le disiez, ben, les drogues, il y en a partout. De l'alcool, il y en a partout. Du jeu, il y en a partout. De l'Internet, il y en a partout. Fait que la porte est grande ouverte. Puis, des gens qui souffrent, ben, vont là, embarquent là-dedans. Puis, des fois, ben, il y a une roue de laquelle on n'est plus capable de sortir. Ouais. Ce que je perçois, c'est que souvent, on va voir les questions de dépendance comme une question de volonté. Hein? Il y a juste à arrêter de boire. C'est assez simple. Mais c'est pas ça du tout. On a aussi une stigmatisation. Les gens qui souffrent de dépendance, c'est certaines personnes, hein, ceux qu'on voit sur la rue, puis on détourne le regard. Mais en fait, non, j'en ai rencontré des usagers, des usagères. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est vous, c'est moi, c'est des gens proches de nous. Puis c'est ça qui m'attire là-dedans. C'est sombre, on ne veut pas en entendre parler. Pourtant, c'est super proche de nous. Puis ces gens-là ont besoin d'être soutenus. On s'entend, c'est pas une cause sexy. Hein? Non. Nommons-le, c'est pas de jolis petits animaux. C'est pas des enfants. Des enfants malades, c'est pas sexy, on comprend, mais il y a un caractère universel. Personne il y a reste de l'empathie. insensible. Ben tout oui. le monde aime ça. Je ne veux pas dire que tout le monde aime ça, les enfants malades. J'en suis mais... fou. Mais... mais je veux dire, ça fait un consensus. Hein? Oui. Quand on parle de responsabilité sociale des entreprises, là, tout le monde veut s'associer avec des chatons, tout le monde veut s'associer avec des enfants malades, tout le monde veut s'associer avec des maladies qui sont nobles comme le cancer. Mais les dépendances, c'est pas mal plus tough. C'est plus Et c'est une raison pourquoi je suis allée là. Ah oui. Trouver de l'argent pour les petits animaux cute, parce qu'il y a des animaux qui sont pas cute. Hein, quand on parle d'animaux de la ferme, quand on parle d'animaux de la faune urbaine, là, les écureuils, les ratons laveurs, ça, on les aime moins. Quand on parle des animaux d'élevage qu'on mange, ça, c'est plus tough. Mais pour les petits chiens et les petits chats, c'est facile de trouver de l'argent. Le labrador, ça se passe bien. Ça se passe super bien. On envoie un mailing avec une histoire de petits chatons abandonnés, puis l'argent rentre. Je me retiens de ne pas sortir mon téléphone d'aller faire un don. Un mailing pour une histoire de quelqu'un qui s'est retrouvé dans la rue, qui essaie de s'en sortir, puis peut-être qu'il a fait une ou deux rechutes. Ça, c'est pas mal plus tough. Puis il y a quelque chose qui m'attire là-dedans, justement, parce que c'est pas sexy, parce qu'on veut pas en parler. Y a-tu moyen à notre niveau, là, je ne vais pas changer le monde, mais y a-t-il moyen de changer ça un petit peu, puis de développer un petit peu d'empathie pour, j'allais dire ces gens-là, mais c'est pas ces gens-là, c'est nous. C'est nous. On est à des fois un geste, un moment dans notre vie, une fraction de seconde qui fait en sorte qu'on peut très, très bien là, se retrouver dans cette situation-là. Quand on parle de cancer, on se dit tous qu'on a une chance sur X à atteindre telle sorte de cancer. Maladie cardiaque, c'est la même chose. Mais j'ai envie de penser que les dépendances, c'est la même chose. Ouais. Et on a tous des propensions à différents niveaux. Mais c'est la même chose pour le cancer. Fait que quand on parle de dépendance, on parle de nous. Oui. Puis les dépendances, c'est comme si on était quotidiennement dans un buffet à volonté auquel on peut aller piger là-dedans et on peut tomber dans le buffet. Là. Tout à fait. C'est là autour de nous. J'ai fait le lien là, avec les petits animaux cute parce que justement, vous arrivez de la SPCA de Montréal. Pendant que vous avez été là pendant quand même quelques années, vous avez quelque chose, hein, je pense, pour les animaux. En tout cas, ça n'a pas l'air anodin dans votre vie. Je regarde ce que vous avez écrit. Là, je mange avec ma tête, vache à lait, le défi vegan. Je pense que vous aimez les animaux. Oui. Je ne suis pas sûr, mais je dirais que oui. Aimer les animaux, c'est une chose. Aimer les humains, évidemment, c'est pas bête non plus. Mais quand même, de passer d'une organisation qui est celle de la SPCA à la Fondation Dépendance de Montréal, au-delà du défi, au-delà de c'est une cause qui ne sera pas facile à vendre, puis on veut mettre un peu de lumière là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Élise Desaulniers pour dire, ciao les animaux que j'aime tant, il y a d'autres moyens de continuer de les aimer, là, ça ne passe pas nécessairement par une job. C'est pas mutuellement exclusif. Non, exactement, pour faire, ça va être ça, ça va être d'autres choses, ça va être les dépendances. Vous dites que j'aime les animaux, puis effectivement, je continue d'aimer les animaux. Si mes chats écoutent, ils sont rassurés. Mais on dirait que ce qui me drive, c'est plus des questions de justice sociale. Ouais. J'ai commencé à m'intéresser aux animaux. Il y a quoi, ça me rajeunit pas, mais 15 ans et plus, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose dans notre angle mort qu'on ne voyait pas
par rapport aux animaux. Je me suis surtout intéressée aux animaux de ferme quand j'ai vu que l'empathie qu'on avait pour nos animaux domestiques ne se reflétait pas nécessairement pour les autres animaux, qui sont les animaux qu'on exploite pour manger puis tout ça. Je suis drivée par ces questions-là. Les angles morts, ce qu'on ne voit pas, ça me stimule. Dans la dernière année, 2 dernières années, j'ai été touchée par la question du don d'organes, ce qui est une autre question de justice sociale. Quand on parlait de cancer il y a un instant, quand on a le cancer, on a accès à des traitements. Quand on a besoin d'une greffe, là, c'est plus compliqué parce qu'on a besoin d'un organe qui va venir de donneurs vivants ou décédés. Quand on a besoin d'un rein, d'un lobe de foie, on doit un peu gosser son entourage, c'est compliqué. Puis j'ai décidé, il y a 2 ans, de donner mon rein anonymement. Et ça a été une démarche avec plein de rendez-vous à l'hôpital, plein de temps perdu dans des salles d'attente, un congé de maladie aussi, où j'ai beaucoup réfléchi, puis j'avais envie d'avoir plus de temps pour moi. Fait que la première raison de partir de la SPCA, c'est que j'avais envie d'avoir plus de temps, puis la SPCA a besoin... La SPCA, c'est 150 employés, des centaines de bénévoles, à peu près 8-10 millions de budget par année. C'est une organisation qui a besoin d'une DG qui va mettre tout son temps. Là, moi, il y avait plein de choses qui me passionnaient. La question du don d'organes. Je voulais continuer à m'impliquer là-dedans pour faire parler de ça. J'avais vu des gens malades dans les couloirs d'hôpitaux. La question de la santé humaine m'appelait. J'avais envie peut-être de recommencer à écrire aussi. C'est quelque chose qui me manquait. Fait que j'ai décidé juste de faire un petit virage. C'est pas un 180, c'est peut-être comme un 10-20 degrés pour avoir juste un petit peu plus de temps pour m'occuper de d'autres causes, puis peut-être amener à faire des liens. Parce que justement, comme on le disait, c'est pas mutuellement exclusif d'avoir de l'empathie pour les animaux puis de l'empathie pour les humains. Fait à quelque part, tu sais, mon réseau de gens qui tripent sur les animaux, si je pouvais les amener à avoir un peu de considération pour la souffrance humaine, ouvrir leurs yeux sur ça, peut-être ça pourrait être utile. Fait que c'est un peu ces questions-là qui m'ont amené à passer à la Fondation Dépendance, puis j'ai découvert un milieu que je connaissais pas, plein de choses à apprendre, fait que c'est sûr que c'est super stimulant. Bien, vraiment, puis donc je comprends, tu sais, j'entends beaucoup des gens qui arrivent dans les environnements de travail ou qu'on voit dans leurs grandes publications très philosophiques, là, disant « Ah là, je suis enfin sur mon X », mais à vous écouter puis à vous regarder, je pense que vous en avez plusieurs des X. Il n'y a peut-être pas un X qui est exclusif, ou en tout cas dans différentes sphères, puis ça permet d'aller chercher et de s'impliquer et probablement de se raccorder à différents éléments. Alors, je trouve ça fascinant. Élise Desaulniers, on va déjà s'arrêter un petit moment. On a déjà fait la moitié de notre bloc, ça a passé, mais il me semble qu'on s'est juste dit bonjour. Je pense que je parle trop. J'ai pas le droit de dire ça. On prend une courte pause, on continue cet entretien-là avec Élise Desaulniers, directrice générale de la Fondation Dépendance Montréal. Et on est de retour avec Élise Desaulniers, directrice générale Fondation Dépendance Montréal. Élise, je vais te citer, tiens, parce que tu as parlé du rein, hein? Tu as parlé du don anonyme. Bon, il est de moins en moins anonyme, tout le monde est rendu au courant, mais c'est pas ça la notion de don anonyme, c'est que tu ne savais pas qui allait être le receveur. Et je le sais toujours pas. Toujours pas. Ouais. Ben oui, c'est un maudit mystère, mais c'est correct. Des fois c'est parfait comme ça. Je te cite, « J'en parle pour ça et non pour être élevé au rang d'héroïne. J'ai pas sorti quelqu'un d'un incendie ni sauté dans l'eau glacée pour sauver quelqu'un de la noyade. J'ai juste accepté des numéros masqués sur mon téléphone une couple de fois. Je suis allé attendre dans les salles d'attente du CHUM et j'ai été hospitalisé 2 nuits. C'est vraiment rien. » Ça, c'est toi qui dis ça. Moi, je trouve pas que c'est rien. C'est bien pour dire, hein? Et pourtant, des gens hospitalisés au CHUM 2 nuits, il y en a un méchant oui, il y en a paquet. une trolley, mais... Et des gens qui doivent gérer des numéros masqués sur leur téléphone parce qu'ils attendent les appels du CHUM, il y en a un méchant paquet. Puis on ne dit pas que c'est des héros, ces gens-là.
Ouais, mais tu sais, entre le faire par nécessité, tu sais, je veux dire, quand je vais au CHUM, généralement, c'est parce que je suis arrivé à bout Mm. d'options. Euh, c'est rare, là, tu sais, que c'est ma première grande idée, mais de le faire, je trouve ça extraordinaire, pour le geste, mais je trouve ça extraordinaire pour la conversation que ça amène par Mhm. rapport au don d'organes. Oui, il y a ce que tu as fait qui n'est pas à négliger. Moi, je trouve ça fantastique. Ton autre rein va bien? L'autre va très bien. Excellent. Ouais. Excellent. Fait qu'on peut bien vivre avec un rein. Ben, je veux dire, je cours des Clairement, ben c'est ça. je cours des demi-marathons, C'est là. Je ça, pense que ça va, là. t'es pas végétative devant ta fenêtre à journée longue à attendre que le temps passe, là. On va dire que mon temps n'est pas si bon que ça, mais quand même, je cours des demi-marathons. Ben déjà, tu te rends. Ouais. Mais je cours plus vite qu'avant. Fait que je sais pas si c'est une Ben, t'es moins corrélation pesante, causalité. il y a un rein de C'est moins, ça. l'élan est plus là. Les gens autour de toi, puis même les gens, tu sais, par ricochet, qui ont entendu parler de ça, tu sais, moi, ça m'a interpellé sur mon rapport au don d'organes. Mhm. Tu sais, oui, j'ai signé en arrière de ma carte, j'ai avisé mes proches. Là. Ça, c'est le bout, on dirait que les gens oublient, là, parce qu'au Québec, c'est pas mal les proches qui ont encore le dernier mot, malgré ce qu'on peut Mhm. avoir mis en arrière de la carte. Il y a encore probablement un peu de travail à faire par rapport à la question du don d'organes, parce que ces organes-là, ils ne s'inventent pas, puis c'est pas vrai que quelqu'un qui vient d'avoir un accident, qui vient juste de décéder, on transfère les organes, puis c'est réglé. C'est pas évident, cette question-là, si on ne l'aborde pas de son vivant avec ses proches, parce que ça fait beaucoup juste comme cuter comme mot pour les proches, de Ouais. prendre une décision, notamment, mais de savoir aussi, ben oui, le don peut se faire du vivant, puis il n'est pas obligé de se faire parce qu'on a notre frère ou notre sœur qui nous gosse, parce qu'ils ont besoin d'un organe. Est-ce que tu penses que ça l'a éveillé peut-être quelques consciences? Puis ces affaires-là, ça se fait pas par milliers. Je veux Non. dire, il n'y a pas un mouvement qui se rend au CHUM demain matin. On n'a pas besoin non plus de dizaines de Non. milliers de personnes qui font ces démarches-là. Mais si j'en ai parlé, j'ai beaucoup hésité avant d'en parler parce que justement, je voulais pas que ça ait l'air que je l'ai faite pour avoir des petites médailles puis des affaires comme ça. Mais en même temps, si je l'ai fait parce que je n'avais entendu parler. Et si on n'en parle pas, personne ne va le faire. C'est clair. Et oui, j'ai entendu parler de personnes qui ont lu mes textes, qui ont vu des entrevues que j'ai données, puis qui ont décidé de faire les démarches. Puis il y a déjà des reins qui ont été transplantés qui sont le résultat de ça. Wow! Mais c'est ça, il n'y a personne qui se réveille le matin puis qui Google « Qu'est-ce que je peux faire avec mes organes? » C'est sûr. Ben, il y a toutes sortes de gens, hein? Mais Ouais. non. Mais, non, ouais. mais le don d'organes, c'est un sujet dont on n'aime pas parler parce que c'est un peu, il y a quelque chose d'un petit peu dégueulasse. Il y a la mort là-dedans. Je veux dire, les organes, c'est pas, je veux dire, c'est pas beau un rein, là. Un lobe de foie, encore moins. Non. Ah, puis on a l'impression que c'est un peu une crise comme les changements climatiques sur lesquels on n'a pas trop de pouvoir. Mais alors que oui, on en a du pouvoir. Des gens donnent son organe de son vivant parce que c'est un meilleur choix pour les receveurs. Quelqu'un qui a besoin d'une greffe va préférer la greffe de donneur vivant, d'une part parce qu'on choisit un peu quand ça arrive, puis c'est des organes de meilleure qualité. Et donc, ça permet à cette personne-là de vivre là, super bien pendant 15-20 ans au minimum, dans des super bonnes conditions. Il y a quelque chose de beau que, moi, c'est un tout petit sacrifice. Ça permet à quelqu'un de gagner sa liberté. Il faut savoir qu'avant d'avoir une greffe, ces gens-là, pour la plupart, sont en dialyse. Mhm. La dialyse, c'est vraiment chiant, là. Oui, c'est pas... C'est pas aller prendre une prise de sang de temps en temps, là, Mhm. comme c'est assis à côté d'une machine. C'est pouvoir difficilement voyager, c'est pas avoir d'énergie, c'est perdre sa liberté. Moi, je suis super privilégiée. Je suis en super bonne santé. J'ai des moyens financiers qui me permettent de prendre des congés de maladie. Je suis super bien entourée. J'avais de l'espace dans ma vie pour faire ça. Puis, j'ai pas perdu grand-chose. Puis, j'ai permis à quelqu'un de gagner une vie libre. Mais je pense qu'il y a plein d'autres personnes comme moi. Et je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui a cet espace-là dans sa vie. Puis, je le vois. J'avais réfléchi à donner un lobe de foie. Puis là, en ce moment, parce que je prends soin de ma mère, c'est pas le bon temps pour moi de prendre le mini-risque de subir une autre chirurgie. Fait que pour plein de gens, c'est pas le bon temps, mais pour plein de monde, ce l'est. Puis si tous ces gens-là qui ont du temps dans leur vie puis envie de le faire savaient que ça se pouvait puis faisaient les démarches, bien, on arriverait peut-être à un certain équilibre. Et il y a quelque chose de beau. En tout cas, je ne suis pas sûre qu'on peut sauver le monde. Je ne suis pas sûre qu'on peut enrayer la souffrance à l'échelle de la planète, mais on peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et très concrètement. Très concrètement, puis sans risque. Je veux dire, le risque, il se compare à une césarienne, là.
C'est très, J'en très... ai eu une, ça a très bien été. Je le recommande à tout le monde. Mais Fait que non. c'est pas un très gros risque. Fait que Ouais. l'analogie avec le sauter dans le feu, c'est parce que moi, je le ferais jamais, sauter dans le feu. Là. Sauter dans la rivière glacée, jamais. Je suis ben trop chicken. Mais là, je veux dire, j'ai eu le plus gros bilan de santé inimaginable. Oh, Je veux dire, j'ai un scan au complet de mon corps, j'ai tout vu. Il n'y en avait pas de risque. ça s'est pas fait dans le fin fond du bois avec un scalpel un peu louche, Ben là, quand non. même. Tu sais, c'est au CHUM. Ben oui. On sait là, qu'on est dans un environnement quand même bien. Oui. Puis j'ai des suivis à chaque année, puis tout le kit. Fait que c'est vraiment fait dans les meilleures conditions possibles. Puis j'entends parler de gens qui sont refusés parce que ben il y a des conditions médicales qui font en sorte que le risque est augmenté, des trucs comme ça. Ah, ben tant mieux. Fait que ouais. c'est pas fait à l'aveugle, là, n'importe C'est qui se vraiment pas présente, fait. puis on gère pas le risque, puis on verra ce qui arrive sur la table Puis on parle de d'opération, risque là. de santé physique, mais santé mentale également. Oui. Il y a des rencontres avec des psychologues, travailleuses sociales, tout ça, pour être sûr Ah. que la personne sait ce qu'elle fait, le fait pour les bonnes raisons Ouais. et met pas sa santé physique ou mentale à risque. Ben merci de l'avoir fait, puis merci d'en parler Mm. aussi. Tu sais, comme ça fait plein de petits reins qui pourront se promener. Voilà. Certainement, c'est extraordinaire. Puis tantôt, on va parler d'autres types de dons. On a quelqu'un des Québec qui vient pour la deuxième partie de l'émission. Donc, tu sais, il y a oui, toutes sortes de dons ben à oui. l'auteur de son niveau de confort là, aussi. Là. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va faire « Ah ben oui, un don de rein, let's go ». Mais donner du sang, donner plein de... ça. et voilà. Parlant de dons, Oui. hein, on peut donner de soi, puis littéralement, là, et on peut faire un don, on peut faire différents dons. J'ai le goût de revenir à la dépendance parce que, tu sais, on parlait du caractère universel de certaines causes qui vont de soi. N'importe qui peut donner. Là, pas besoin d'être touché par une cause en particulier des fois pour donner. Je veux dire, qui est-ce qui donne à une fondation en dépendance? On dirait que tu sais, des fois, on parle de persona marketing, un type de donateur, puis bon, évidemment, tu sais, je veux dire, moi, quelqu'un qui s'en est sorti, puis que ça va super bien, puis bon, qui se sent reconnaissant, c'est une chose, on a toujours ça. Hein, c'est comme un patient hospitalisé, tu es à l'hôpital, il reçoit une lettre de la fondation de l'hôpital, vous avez été bien suivi, voulez-vous faire un don, puis bon, oui, OK. Je veux dire, ça en prend pas mal des petits dons comme ça prend pas mal de financement. Et les personnes qui sortent de la dépendance, c'est pas comme quelqu'un qui sort de l'Institut de cardiologie. Non. Souvent, pendant la période de dépendance, ils ont contracté des dettes. Ils sont mis en froid avec leur famille. Fait que c'est pas des gens qui peuvent nous faire un gros chèque comme ça. C'est ça. Hein, ouais. C'est difficile. Donc oui, il y a des personnes qui se sortent de dépendance puis qui donnent là, à la hauteur de leurs moyens. Là. Des 5 $ par mois, c'est tellement émouvant. Recevoir un chèque de 10 $, là, ça me fait tellement plaisir. C'est vraiment, 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 vraiment émouvant. Avec une petite lettre écrite à la main, puis merci pour ce que vous avez fait pour nous. Puis tout ça. C'est les plus beaux dons. Ouais. Il y a les proches de ces personnes-là, des parents, des amis, des gens qui travaillent auprès de ces personnes-là aussi, les employés du CIUS, des collègues, des amis d'amis aussi. Okay. Mais c'est difficile. Ce qui est plus difficile, je trouve, c'est d'aller chercher du don corporatif. Ouais. Tu sais, la SPCA, c'était... Je ne vais pas dire que c'était facile, mais de l'argent pour les animaux, il y en a. On va voir les fabricants de nourriture pour animaux. Ouais. On va voir les cliniques vétérinaires. Il y a moyen d'aller chercher des petits pourcentages là-dedans. Mais les dépendances, les gens qui font de l'argent avec ça ne vont pas nous reverser un petit pourcentage plus tard. Fait que c'est beaucoup plus difficile. Ce que je vois, c'est qu'on peut aller chercher des dons en nature. Souvent, les personnes qui sortent de dépendance vont avoir besoin de biens matériels, s'installent en appartement, tout ça. Il y a certaines fondations qui commencent à nous donner en nature. Je pense, mettons, à la Fondation Tanguay, qui nous a fait plein de dons, là, mais des trucs extraordinaires pour permettre aux gens de se repartir en appartement, des trucs comme ça. Oui, mais il y en a qui repartent à zéro, vraiment, lorsqu'ils redéménagent et tout ça. La plupart partent vraiment à zéro, mais c'est vraiment difficile. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de grande famille qui appuie les dépendances. Non, effectivement. Puis il y a un autre truc aussi qu'on peut vous donner. Là, j'ai vu ça, le Vinted caritatif. Oui. Donc, c'est super le fun. C'est comme une friperie virtuelle. Bien, c'est ça. On cherche des moyens d'aller chercher de l'argent là où il n'y en a pas. Ouais. Et là, ce qu'on a commencé à faire, puis ça fonctionne, c'est qu'on demande aux gens de donner leurs vêtements qu'ils ne portent plus. Puis on a tous des vêtements chics qu'on portait avant la pandémie, puis là, on ne rentre plus dedans. Là. Donc là, nous, on prend ces vêtements-là, on les vend sur Vinted, là, qui est une plateforme en ligne de vêtements usagés. Ça permet de donner une deuxième vie à ces vêtements-là, puis de récolter des fonds.
c'est sûr qu'il faut trouver des moyens différents parce que le gros gala puis ces affaires-là, comme on voit avec d'autres causes, mais je veux dire, nous, on ne va pas vendre des billets de gala à 300 avec des dégustations de champagne. Là. Et bon, il y aurait peut-être une incohérence dans le message. C'est ouais. ça, fait qu'il faut trouver d'autres choses. L'an dernier, on a fait une dégustation de boissons sans alcool, juste avant les fêtes, fait que c'est intéressant parce que ça a permis aux gens d'avoir des idées de comment intégrer des produits sans alcool dans leur party des fêtes. Ouais. Puis on cherche toujours un petit peu à se renouveler, mais on est dans ces sphères-là. Puis en plus, on le voit là, c'est drôle, les gens boivent de l'alcool, personne ne pose de questions. On a une personne autour de la table qui fait comme oh, non, je vais prendre un truc sans alcool. Puis là, tout de suite, c'est mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Es-tu Es-tu enceinte? malade? Es-tu malade? As-tu Ouais. quelque chose? À quel point c'est fou, malgré tout ce qu'on. On en voit plein là, des anciens joueurs de football qui ont parti des trucs sans alcool. Tout ça, on en parle comme jamais. Il faut normaliser la fête sans alcool ou en alternant. Mais j'étais dans un restaurant avec une copine à Trois-Rivières vendredi dernier, puis je conduisais pour rentrer, fait que je me suis dit, un verre de vin au repas, c'est assez, donc je l'attendais. Donc pour l'apéro, je demande une bière sans alcool, puis il n'y en avait pas, et on m'a offert un verre d'eau. C'est triste. C'est comme à l'époque où les végétariens pouvaient juste avoir une salade verte au restaurant comme option. C'est encore souvent le cas. Oui, encore bon. Je peux en témoigner. J'avais espoir, mais non. Mais je pense qu'il faut changer l'option par défaut. De la même façon que pour des raisons environnementales ou de compassion avec les animaux, il faudrait qu'il y ait des options par défaut sans viande. Il faudrait que l'alcool, ça soit, on peut décider de boire de l'alcool pour plein de raisons, mais que ce ne soit pas par défaut de l'alcool dans tous les repas un petit peu festifs. Là. Tout à fait. Évidemment, vous êtes la Fondation Dépendance Montréal qui soutenait le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal qui est rattaché au CIUS du Centre-Sud de Montréal. Bravo! Oui, c'est pareil que j'ai travaillé dans l'univers du CIUS. Notons là, que tout ça, c'est complètement gratuit. C'est un service public. Oui. Il y a une prise en charge qui se fait rapidement. Puis comme on arrive à la fin de l'émission, je veux juste donner très rapidement, si vous avez identifié, là, vous pensez que, ou c'est clair pour vous que vous avez un enjeu de dépendance, il y a le guichet là, d'accès, numéro super important à retenir, le 514-385-1232. 514-385-1232. Si vous n'avez rien pour le noter, là, allez sur fondationdépendance.org. Déjà, c'est pas bête d'y aller. Vous allez pouvoir faire un don si jamais c'est pour ça que vous vous rendez là. Savoir ce que fait la Fondation. Soutient beaucoup les usagères et les usagers. Évidemment, les projets du centre de réadaptation. Et vous allez aussi avoir le numéro. Donc, Fondation Dépendance avec un S parce qu'il y en a plusieurs, .org. Vous allez avoir tout ce qu'il faut là. J'ai goût de vous souhaiter, évidemment, le meilleur des succès pour la suite des choses. Un plus grand dialogue par rapport à tout ça. Qu'on arrête de tourner le regard comme on le fait malheureusement, avec plein d'autres enjeux comme l'itinérance, puis ça ne nous arrive pas, on ne connaît personne, ça ne nous touche pas, c'est pas à nous. Ça peut nous arriver, malheureusement, ça va arriver à nos proches, assurément, clairement. Alors, Élise Desaulniers, merci beaucoup, ça a été franchement agréable. Merci beaucoup. Merci, puis à vous, écoutez, pourquoi pas rester en ondes, parce que l'air de rien, on a un autre invité dans quelques instants, alors on se retrouve très bientôt. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Et bienvenue à cette émission Les Héros Anonymes. Pour le deuxième bloc, j'en ai glissé un mot, je parlais que ça coulait dans les veines, le don de soi. Je pense que le jeu de mots ne pourrait pas être plus à propos pour notre deuxième invité de l'émission, Patrice Lavoie. Patrice Lavoie, vous allez voir, là, Patrice Lavoie, ça ne se résume pas à un titre. Patrice Lavoie est beaucoup de choses, mais entre autres, là, je pense du lundi au vendredi, surtout directeur des relations publiques et du rayonnement chez Emma Québec. Bonjour, Patrice Lavoie. Bonjour, Daniel. Merci de me recevoir. Grand plaisir. Grand plaisir. Je ne suis pas ni un héros ni anonyme, mais bon, ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Exactement. Ça va nous permettre de mettre des choses en lumière, puis j'ai le goût de dire, je suis un peu où je m'en vais, tu te doutes bien dans l'entrevue, mais de mettre des trucs en lumière qu'on voit peut-être moins, qui sont moins nommés. On va y arriver très bientôt. Patrice, vous vous impliquez avec une
quelques organisations. Je pense que vous les choisissez certainement, puis qu'il y a toujours une bonne raison en arrière de tout ça. Je vous ai vu passer il n'y a pas très longtemps là, comme ambassadeur pour l'événement de la Grande Démesure d'Interligne, Exact, qui est une cause que j'aime beaucoup, et l'événement aussi, par Ricochet, très impliqué dans le milieu des relations publiques. Aussi, puis bon, d'autres causes, j'ai vu, je pense, il y avait le Movember, à un moment donné, là, votre fameuse moustache, je pense qu'elle a sa propre réputation, elle pourrait avoir son propre compte TikTok. Toutes ces Oui, hein, clairement. Bon, je ne suis pas le premier, je ne suis pas original. Comment on en arrive un jour à se dire, ben oui, je vais faire ma job, parce que bon, on a un loyer, une hypothèque à payer, ça va de soi. Comment on en arrive à jongler, parce que c'est quand même plusieurs balles à jongler, plusieurs causes à soutenir, et je suis pas mal convaincu que vous les choisissez pas au hasard, ces causes-là, puis quand vous vous engagez pleinement. Comment ça se passe, l'implication pour un Patrice Lavoie? Mon Dieu, c'est une grande question. J'ai pas de réponse précise. J'ai envie de répondre. Ce qui me vient en tête, c'est que ça va de soi. Tu sais, je considère avoir été quand même privilégié dans la vie. Puis je me dis, bon, je sais pas, l'idée de redonner me vient naturellement. Puis tu sais, redonner, souvent les gens disent, oh mon Dieu, j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pas beaucoup de temps, mais on peut aider, appuyer des organisations, des causes qui nous tiennent à cœur, même si on a moins de sous ou moins de temps. Il y a différentes façons de le faire. Donc voilà, ce sont des causes pour ma part qui me touchent, bien évidemment. Vous l'avez mentionné là, avec la Interligne, donc toute la cause qui touche les droits des personnes LGBTQ+, donc dont je fais partie. Donc ça, c'est certain que au fil des ans, quand j'ai quelqu'un qui me demande de l'aide pour faire son coming out, qui me communique avec moi sur les médias sociaux pour avoir des conseils ou me dit, écoute, c'est le fun de voir un gars ouvertement gay qui s'assume. Donc, ça m'encourage à faire en sorte que moi, je vis peut-être dans une plus petite ville ou dans un pays où c'est moins accepté, mais un jour, je vais pouvoir le faire. Donc, cette cause-là, la santé mentale, la santé des hommes, parce que, bon, dans le passé, j'ai eu aussi là, des problèmes avec l'anxiété de performance et tout ça. Donc, ça me fait réaliser à quel point les hommes, on a tendance à pas beaucoup parler parfois de nos problèmes. C'est sûr que ça s'améliore. Je veux pas, mais on le voit là, que c'est de plus en plus accepté, les hommes qui partagent leurs émotions, mais en même temps pas encore assez. Donc, cette cause-là m'a tenu à cœur. Puis, la cause des enfants. La cause des enfants, j'en ai pas. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai du temps pour faire du bénévolat, que certains diraient. Mais c'est ça, la cause des enfants malades, on ne peut pas être insensible. Donc, j'ai participé à 9 défis tête rasée Leucan aussi. Donc, contribué à Leucan. Puis récemment, c'est la cause de l'Alzheimer, compte tenu que ma mère est malade, est atteinte d'Alzheimer depuis 3 ans. Donc, puis les animaux abandonnés aussi post-pandémie. Là, les gens se sont pris un chien pendant la pandémie parce que tout le monde était en télétravail. Maintenant, les gens retournent, puis on voit une hausse du taux d'abandon des animaux, surtout en raison de la pénurie de logement aussi. Donc, moi, j'aime les animaux, surtout les chiens. J'en ai 4 moi-même. Donc, c'est une autre cause qui me tient à cœur. 4 chiens, c'est ça que je viens d'entendre? Oui. Quand même. Mais sont gentils. Puis les deux, le grand est un chien d'assistance que j'amène en CHSLD justement pour aider une fois par semaine, là, faire un peu de zoothérapie en dilettante. Là. J'ai appris ça sur le tas. J'ai pas de formation, mais de faire du bien aux personnes âgées là, qui vivent avec ma mère là, au CHSLD. Puis le deuxième est en entraînement. Les 2 autres bébés, là, je ne sais pas s'ils vont être des bons candidats. Pour l'instant, ils sont un peu énervés. Là, oui. Ça doit déplacer voilà, j'ai pas de réponse précise pour en venir à ta question du début. J'ai l'impression qu'on doit justement s'impliquer quand on est privilégié, puis ça me fait plaisir d'aider les gens, puis ça me fait sentir bien, ça fait sentir que je contribue à la société. Donc voilà, c'est une réponse plate, mais c'est... vraiment pas plate. Non, je confirme, vraiment pas plate. Il y avait beaucoup de choses dans cette réponse-là qui m'amenait à plein de places, mais clairement, il y a toujours une histoire derrière les causes qu'on choisit. Là. Ça arrive jamais par accident, puis je pense que c'est aussi clair dans votre parcours. Évidemment,
Mais pas évidemment. Il y a toujours différents moyens aussi d'aider à faire les causes. Vous parliez des gens qui, des fois, vous contactent, qui ne peuvent pas peut-être être pleinement qui ils sont dans leur pays ou dans leur famille ou dans leur réalité. Vous avez clairement trouvé la bonne twist avec les médias sociaux pour faire rayonner ces causes-là, puis pour normaliser des choses, je pense. Je ne sais pas si vous avez encore, je pense que je suis un dinosaure des fois, je n'ai pas de compte TikTok, mais je pense que vous maniez TikTok comme un grand Jedi. Les médias sociaux pour faire rayonner des causes, est-ce que c'est, puis en même temps vous êtes un professionnel de relations publiques, fait que je vais en profiter, est-ce que c'est du temps perdu ou est-ce que c'est du temps bien investi et qu'est-ce que ça apporte à des causes de bien rayonner par les médias sociaux? Ah, c'est loin d'être du temps perdu. Puis quand on parlait des gens qui ont moins de temps et tout ça, moi souvent, en une publication sur mes réseaux sociaux, j'ai en tout et pour tout, pour l'ensemble de mes comptes, là, près de 300 000 abonnés. Donc, en une publication, je peux faire rayonner une cause, puis solliciter des dons, puis ça me prend, sincèrement, certaines publications peuvent me prendre 30 secondes, 1 minute à faire. Là. J'écris mon texte, puis je publie une photo et tout ça. Donc, c'est certain que de plus en plus, lorsque les causes décident de s'associer à des gens qui sont suivis sur les médias sociaux, puis c'est un peu le principe aussi que vous mentionniez avec la grande démesure d'Interligne, on nous invite justement à partager sur nos réseaux sociaux là, des publications, demander justement aux gens de faire des dons ou d'acheter un billet pour la soirée. Donc, effectivement, je fais ça, mais en une publication, je peux rejoindre quand même beaucoup de gens. C'est la même chose pour la sensibilisation. Donc, sur TikTok, là, pour ne pas le nommer, j'ai quand même 245 000 abonnés, puis beaucoup de gens qui sont de l'extérieur du Québec, donc dans des pays où il y a encore du chemin à faire au Québec. Ouais. On l'a vu récemment avec ce qu'on a entendu pour le droit des personnes trans et le recul qui est à nos portes, là, qu'il faut vraiment être fragile parce que c'est incroyable qu'on vise tout ça au Québec. C'est l'objet d'un tout autre sujet. Je ne peux pas partir là-dessus, mais c'est très choquant. Mais par contre, j'ai des gens au Moyen-Orient et tout ça, donc qui m'ont approché, puis juste des fois discuter avec quelqu'un. J'aime voir vos vidéos, ça m'encourage, ça me démontre qu'on peut être bien dans sa peau, puis en même temps être ouvert. Je vois que vous avez un copain, puis que vous êtes en amour. Moi, j'ai la difficulté à tomber en amour parce que, je me dis que oui, j'ai une attirance peut-être physique, mais je me vois pas nécessairement en couple avec un homme ou avec une autre femme dans le cas des personnes lesbiennes. Donc, ça permet vraiment d'échanger avec eux, puis c'est sûr que ça me prend du temps, puis c'est du one-on-one, mais je laisse jamais des messages comme ça là, non répondus parce que je trouve ça trop important. Puis moi, quand j'avais cet âge-là, puis je me posais des questions, à l'époque, j'avais appelé là, justement la ligne, ça s'appelait un autre nom. Oui, Gay Écoute à l'époque, oui. Gay Écoute. Donc, puis il y avait quelqu'un qui m'avait écouté, puis ça m'avait fait du bien. Donc, c'est pour cette raison-là aussi que je m'implique maintenant pour cet organisme-là, Interligne. Donc, voilà, c'est un mélange de tout ça, mais oui, effectivement, les médias sociaux, parfois, faut pas oublier le one-on-one. Il y a des gens qui, ça va aussi à un ami qui semble moins bien filé, comment ça va, mais un vrai comment ça va, là, avec le regard dans les yeux, puis si la personne dit « Oh, oui, ça va », puis non, je te pose vraiment la question, comment ça va, t'sais. Ah, là, à ce moment-là, on va peut-être aller chercher une réponse un petit peu plus authentique, là. Fait que le one-on-one n'est pas à délaisser, mais c'est certain que si on cherche à sensibiliser le plus de gens possible, les médias sociaux, non, ce n'est pas inutile. Ce n'est pas franchement inutile. Au contraire, c'est hyper efficace. Vraiment, vous faites œuvre utile et vous rendez très certainement service à ces causes-là que vous choisissez d'endosser. Puis vous les faites voyager, hein, comme vous disiez, là, à travers, entre autres, là, vos différentes plateformes. Puis c'est intéressant parce que les différentes plateformes s'adressent certainement à différents publics. Hein. Les gens qui vous suivent sur LinkedIn ne sont probablement pas les mêmes que sur d'autres plateformes comme TikTok. Donc, ça vous permet de passer des messages. Puis ce qui est intéressant dans ce que je vois passer, c'est que vous restez, je vous dis, en même temps, je ne vous connais pas, là, mais tant que ça, mais vous restez vous-même. On ne voit pas juste, tu sais, les gens qui travaillent en relations publiques, là, je ne veux pas être plate, mais je vous aime tous, là, évidemment, mais on ne voit pas juste la cassette, là, tu sais, straight, là, vraiment dans un cadre avec 2-3 lignes de presse, 4-5 messages clés, puis on ne sort pas de ça. On voit que vous avez une vie en dehors de tout ça, que vous avez des passions,
vous n'avez pas peur de les mettre de l'avant. Je trouve ça fantastique aussi de démontrer que, ben oui, on peut être dans un milieu plus corpo, dans un milieu où il y a un cadre plus attendu, mais qu'on a quand même droit d'avoir je vais vous dire, notre saveur, notre couleur. C'est quand même pas Ben, bête. c'est gentil, puis c'est bien, c'est exactement ma vision, puis ce que j'essaie de mettre de l'avant. Je vous cacherai pas que là j'ai 45 ans, donc ça fait quand même près de 20 ans, un peu plus de 20 ans. Mon Dieu, ça fait très... On rajeunit pas, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu des communications, relations publiques. Puis c'est sûr que au cours de ma carrière, il y a des gens qui m'ont dit Patrice, tu devrais être un peu plus rentré dans les rangs. Ouais. C'est sûr que je me suis fait suggérer fortement à quelques reprises, pas plusieurs fois, mais à quelques reprises quand même. Puis il y a des gens que je sais par personne interposée que ça dérange ou que ça devrait être un petit peu plus lisse, un petit peu plus blanc, mais je crois qu'au contraire, les gens maintenant, de plus en plus, on est en quête de vérité, on est en quête d'authenticité, puis les gens sont pas dupes. Là. Quelqu'un qui présente juste une image unidimensionnelle avec la cravate, puis le suit professionnel en relations publiques, oui, il y a des gens qui choisissent de le faire comme ça, puis c'est correct, mais on peut aussi être un peu plus... avoir des tatous sous la manche, voilà. Oui, en fait, puis présenter qui on est. Tu sais, moi, il y a des gens qui peuvent me reprocher bien des choses, mais on ne peut pas me reprocher d'être fake ou de ne pas être authentique, parce que ce que vous voyez, what you see, what is what you get, pour reprendre une bonne expression en français, puis je peux être un excellent... professionnel de relations publiques qui se donne puis qui a à cœur son métier pour Emma Québec. C'est une cause qui me tient à cœur. Je l'aime beaucoup puis je donne vraiment de mon mieux. Mais en même temps, je peux être quelqu'un qui aime aller à la chasse au dindon sauvage. J'ai publié une photo là-dessus la semaine dernière. J'étais comme, bon Dieu, c'est surprenant. On s'imagine pas ça. Mais puis justement, je me trouve quand même assez bon pour... ça me valorise justement de voir à quel point les chiens que j'entraîne, j'ai quand même une certaine facilité à dresser des chiens, puis j'accompagne ma mère au CHSLD, puis ça, quand vous parliez de sensibilisation, un autre élément dont je suis fier, c'est j'ai, pendant la première année et demie, première 2 ans de la maladie de ma mère, donc c'était encore, elle était consciente de ce qu'elle faisait et tout ça, mais on sentait que la maladie là, faisait tranquillement, malheureusement, son chemin. Mais j'ai fait environ 150 vidéos TikTok avec elle, justement pour stimuler sa mémoire, puis on en faisait 2 ou 3 par jour quand j'allais la voir, puis le soir, je lui montrais, regarde, on a fait cette vidéo-là, ah oui, ok. Puis là, je lui montrais des gens, puis je lui montrais des gens de partout dans le monde qui lui disaient en anglais souvent, là, mais tu regardes là, les gens, comment les gens t'aiment, ils aiment ça quand je fais des vidéos avec toi. Puis ça a créé un moment, oui, ça a sensibilisé pour la cause de l'Alzheimer, puis il y a des gens qui m'ont dit, Patrice, écoute, ma grand-mère était au CHSLD, puis je voulais pas aller la voir pour regarder une image d'elle qui était comme complètement immaculée, comme je la connaissais avant. Puis après ça, j'ai vu tes vidéos, puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Puis je suis allé le lendemain au CHSLD pour aller la voir, puis aller m'en occuper. Puis merci d'avoir fait ça. Puis j'en ai eu, pas juste un, là, j'en ai eu plusieurs gens qui m'ont dit, mon Dieu, j'ai un proche. Puis j'avais plutôt pris la voie de l'évitement pour justement pas avoir de peine. Mais non, ma place est auprès de cette personne-là. Puis même si elle n'est plus qui elle était, puis... les choses changent parce que j'ai fait des milliers de deuils blancs avec ma mère. Maintenant, il y a un sourire, on mentionne mon nom, elle me donne un bec quand j'arrive. Puis maintenant, c'est une victoire. Là. Alors qu'au début, c'était pas du tout la relation que j'avais avec elle. Donc, au-delà de la sensibilisation aussi, ça m'a permis de créer un genre d'album souvenir en vidéo. Ça, ces moments-là, ils ne reviendront plus jamais. Là. La personne que l'on a connue ne sera plus jamais comme elle l'est dans les vidéos. Fait que j'en parle, puis ça me touche encore parce que c'est une façon, oui, j'ai dévoilé un peu un côté de moi, mais en même temps, je l'ai fait pour la cause, mais je l'ai fait aussi pour nous. T'sais. Fait que parfois, on peut aussi faire quelque chose, aider une cause, faire rayonner une cause, parce que ça nous fait du bien aussi, personnellement, sans être égoïste, puis le faire juste pour soi, pour se sentir mieux ou se sentir valorisé. Là, ça fonctionne pas, là, mais quand, en plus, on fait rayonner, on sensibilise, puis ça nous apporte aussi, personnellement, ben là, on a le meilleur des deux mondes.
Ben, certainement. Patrice Lavoie, vous démontrez que l'authenticité, ça fait du bien. Ça fait du bien à soi, ça fait du bien aux autres et ça fait du bien à tout le monde. Si vous me le permettez, on va prendre une courte pause et on va Oui. poursuivre cette conversation-là dans quelques instants, qui est franchement intéressante, avec Patrice Lavoie, directeur de relations publiques du rayonnement d'Emma Québec, mais aussi, tout simplement, un grand citoyen. Alors, on reprend cette conversation-là avec Patrice Lavoie, qu'on a le plaisir de découvrir, puis je suis content de vous le faire découvrir aussi. Patrice, on se croise souvent dans des événements, dans différentes occasions. C'est toujours un grand plaisir, puis je sais que tu valorises, tu en as parlé, vous en avez parlé, là, je passe du tout au vous, là, je n'ai pas de fil conducteur, mais tu disais, tu sais, à quel point le one-on-one est important et je sais, pour te croiser aux événements, tu te dis, ben, tu sais, ce que j'aime, c'est souvent, tu sais, prendre plus du temps en recul, parler, avoir une vraie conversation avec une personne plutôt que de juste faire des sourires à tout le monde, puis finalement, c'est un peu vide. Je pense que ça fait du bien de ne pas être justement dans du vide artificiel qui est facilement créable. Là, tout le monde s'invente une vie. Des fois, ces médias sociaux, là, clairement, on a accès à ta vie réelle. Parlant de vie réelle, ce que je vois passer dernièrement sur LinkedIn, puis c'est drôle, je sais que c'est là, je m'en souviens que c'est là, mais en même temps, à chaque fois, je fais « Hey, c'est vrai, on peut donner du sang maintenant. » Et ben, pour les gens là, qui ne comprennent pas, là, quand je dis « on », c'est un « on » inclusif, mais un peu exclusif là, de la communauté LGBT, parce que, évidemment, il y avait, jusqu'à pas si longtemps que ça, une période de, je pense, 3 mois d'abstinence, et puis à un moment donné, ben, il y a eu différentes décisions, là, on comprend qu'elles appartiennent pas toutes à Emma Québec, là, mais à différentes institutions, où ben, on a décidé d'évaluer le risque non plus sur un plan là, basé sur une appartenance à un groupe, mais vraiment de façon un peu plus non-genrée. Donc, les gens qui ont des comportements sexuels à risque, ben, ils sont évalués en fonction non plus, c'est ça, est-ce qu'ils font partie de la communauté gay ou pas. Moi, souvent, je suis content parce que j'ai un rappel qui fait « Ben oui, je peux aller donner du sang parce que je le vois passer. » Puis, pour moi, c'est une des illustrations de comment quelqu'un, des fois, juste avec son téléphone, ses médias sociaux, peut aider à faire changer les choses puis à faire passer des messages parce que vous avez rendu le don de sang complètement naturel, puis beaucoup de choses complètement naturelles aussi. Il y a une question qui s'en vient à un moment donné, là. Je vais finir par y arriver. Inquiétez-vous pas. Mais c'est très bien expliqué. Bon, au moins. Oui. Au moins. Effectivement, le don de sang, j'ai rien ajouté. Maintenant, c'est possible avec encore certains critères, mais oui, c'est possible. Oui. Puis, vous l'avez bien dit, maintenant, c'est les comportements et non l'appartenance à un groupe. Fait que ça change complètement la donne. Une personne hétérosexuelle qui a eu plus d'un partenaire au cours des 3 derniers mois, ou à ce moment-là, ne pourra pas donner. T'sais. Ben oui, non, c'est ça. C'est tout aussi... ça devient un peu plus fair, pour reprendre encore une fois, comme je le disais, une expression tout à fait. bien française. Ouais. Puis ce que vous avez normalisé aussi, c'est quelque chose que je connais pas, parce que c'est pas propre à une cause, c'est pas propre à ça se circonscrit pas, puis ça se vit probablement très différent d'une personne à l'autre. C'est la notion de proche aidance. Probablement, là, qu'avant votre mère, c'était peut-être pas dans votre parcours, là, vous avez fait « Ah, moi, c'est ma prochaine cause que je choisis, c'est d'être proche aidant, ça a l'air le fun. » Clairement pas. Puis, je vais vous demander vraiment votre définition personnelle, parce que je pense pas qu'on peut en avoir une complètement universelle, mais la proche aidance, quand on tombe là-dedans, parce que ça arrive souvent par nécessité, ça représente quoi dans votre vie d'être proche aidant? Puis j'imagine que ça évolue aussi, là, mais... Oui, écoute, ça, c'est tellement important, puis vous l'avez bien résumé, c'était pas prévu. Ma mère est encore relativement jeune, elle va avoir 78, je crois, donc elle a commencé à être diagnostiquée autour de 75, ce qui est quand même très jeune pour la maladie. Puis elle a eu une maladie accompagnée de démence, de syndrome perturbateur, donc elle a vraiment tout le kit, là. Et au départ,
on la voit un peu plus régulièrement, puis on se rend compte de quelque chose, puis on essaie d'être un peu plus présent, mais ça évolue, puis on pense que ça évolue lentement, mais ça évolue quand même assez rapidement, puis on se retrouve du jour au lendemain où, oups, là, premièrement, oui, on veut être proche aidant, mais on a besoin d'aide parce que sinon, c'est nous qui allons nous brûler. Et fait que ça, c'est le premier constat. C'est le accepter qu'on devient proche aidant, puis que ça va être notre rôle pour les prochaines années, parce que notre proche, on voudrait pas que ça se produise. Là. Puis moi, en toute honnêteté, au début, ma mère, moi j'ai perdu mon père, j'avais 6 ans. Fait que ma mère a toujours été mon rock. Ben oui. Donc de la voir comme ça, perdre ses capacités à des gestes simples du quotidien, au début, ça me choquait. Puis on était en mode, non, voyons, maman, c'est simple ça, là, tu sais. Au début, c'est avant que le deuil commence à se faire, les deuils blancs, parce qu'il y en a eu plusieurs. Ouais. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir. Puis là, des fois, je me sentais coupable. Je me dis, mon Dieu, pauvre elle, en plus, j'ai chialé parce qu'elle n'était pas capable de faire ça. T'sais. Puis là, ça évolue. Puis à un moment donné, là, tu acceptes. Puis c'est comme un deuil. La personne, tu la vois, puis tu ne sais, comment tu l'as toujours connu devient comme quelque chose un peu plus obscur, un peu plus flou. Puis maintenant, tu as la personne devant toi à qui il faut que tu donnes des soins, puis des soins que je m'imaginais jamais faire, là, parce que c'est sûr que là, présentement, après 1 an et demi, on ne pouvait plus la garder à la maison parce que ça devenait c'était un danger pour elle, parce que il y avait des fugues, il y avait des choses comme ça, où beaucoup de confusion par rapport à l'extérieur, l'hiver arrivait, donc puis ce sont des gens aussi que c'est le moment immédiat qui compte, donc je pouvais aller passer, disons, après ma journée de travail, j'arrivais à 5 heures, je pouvais partir à 9h30 le soir, puis c'était comme, tu t'en vas déjà? Fait que là, à un moment donné, il faut que tu te respectes, parce que je me sentais toujours coupable de partir en me disant, Patrice, tu as fait ta journée de travail, tu es allé la voir, tu as passé du bon moment, vous avez joué à des jeux, fait des casse-têtes, vous avez écouté une émission de télévision, puis tu as le droit à 9h30 de retourner chez toi pour prendre ta douche, te reposer, puis te recoucher pour ta journée de travail. Fait que ça a été un apprentissage. Ma réponse est longue, mais c'est parce que c'est tellement complexe comme rôle. Ça a été un apprentissage jusqu'à ce que maintenant, je vais la voir, puis c'est comme j'accepte un sourire, elle me reconnaît encore, elle va dire mon nom régulièrement, elle va me toucher le visage, parfois elle va me coller et tout ça, puis tout ça, là. C'est précieux, ou des fois, je vais m'asseoir à côté d'elle, puis je vais me mettre la tête sur ses cheveux, puis elle va comme me toucher un peu aux cheveux. Pas beaucoup, là, mais tu sais, je vais quand même chercher le réconfort, puis les préposés disent, mon Dieu, Patrice, quand tu es là, elle est tellement calme, puis elle est tellement sereine, puis elle a un visage presque béatifié, parce que on sent que vous avez une connexion et tout ça. Puis ma sœur aussi, là, j'ai 2 tantes et ma sœur qui y vont régulièrement. Puis, c'est un rôle que je m'y attendais pas. C'est un rôle qui est difficile. C'est un rôle dans lequel il faut se protéger. Puis c'est le premier conseil que je donnerais aux gens, là. Tombez pas dans l'excès de devoir. Si c'est 1 heure par jour que vous allez voir votre proche, puis il y a quelqu'un qui en prend soin dans un CHSLD, puis on le sait, c'est pas parfait là, dans le réseau public. Et le personnel au CHSLD de ma mère sont dédiés, sont gentils, mais en même temps, il y a d'autres personnes à qui on doit prodiguer des soins. Donc, parfois, c'est pas aussi bien que ce qu'on voudrait, mais regardez le verre à moitié plein. Elle est en sécurité, elle est bien nourrie, il y a des gens qui sont là pour s'occuper d'elle, ça se passe bien. Puis, n'hésitez pas à donner vous-même le petit plus, lui mettre de la crème sur les jambes, parce que là, on trouve qu'elle a les jambes sèches. Parfois, j'arrive, je lui brosse les cheveux, puis je lui fais une tresse qui n'est pas très belle, parce que je suis pas un grand coiffeur, mais au moins, j'y ai fait une tresse, puis j'ai passé un moment avec elle. Ouais. Fait que là, j'aime pas le chandail qu'elle a aujourd'hui. Mais viens, maman, on va changer de chandail. Là, ça me fait plaisir, mais à mon niveau. Puis en même temps, accepter que ce ne sera pas aussi parfait qu'avant. Puis s'il y a des jours où, comme là, ça fait 2 jours que je ne suis pas allé la visiter parce que, j'avais des engagements pour le travail, je devais me rendre en ville, etc. Mais c'est pas grave. Si je la visite pas, je vais la visiter demain. Il ne faut pas non plus y aller toujours dans l'absolu, parce que c'est comme ça qu'on se brûle. Puis je vous dirais que à un moment donné, il a fallu que je prenne du recul parce que je devenais très fatigué, moins patient aussi. Puis je me rendais compte que j'avais moins de plaisir à le faire. Puis je le voyais comme une corvée parce que j'arrivais puis je voulais que tout soit parfait. Puis là,
OK, on va remettre un autre pyjama. Celui-là n'est pas beau. Puis là, non, là, il faut te mettre de la crème. Ben, si elle n'a pas de la crème sur le corps à tous les jours, maintenant, c'est pas grave, elle en aura aux 2 jours. Ce genre de choses-là, il faut vraiment apprendre. Mais bon, c'est un rôle qui était inattendu, mais pour lequel ça va rester avec moi toute ma vie. Puis j'aurais été celui que... Je préfère être le gars qui a tout laissé sa vie de Montréal, qui a déménagé, qui a fait un retour aux sources à Charlevoix pour être présent à 3 minutes d'elle, du CHSLD, puis d'aller la voir presque à tous les jours, puis d'avoir vécu ça avec elle. Je préfère être ce gars-là que le gars qui est resté en ville, puis qui va la voir aux 3 semaines, puis qui est pas là pour justement la rassurer. À un moment donné, c'est un choix. C'est sûr que j'ai manqué des opportunités d'emploi. Il y a des gens des chasseurs de tête, M. Lavoie, voudrait vous avoir pour tel poste, mais il faut que vous soyez 3 jours en présentiel à Montréal ou à Toronto. Ben non, ça sera pas, malheureusement, non merci. Mais vous avez fait des bons choix. D'avoir Emma Québec. Ça m'a permis d'avoir Emma Québec. Il n'y a rien qui arrive pour rien, qui est vraiment une chose qui me ressemble. Mais c'est ça. Il faut faire des choix, mais ce choix-là, je ne regretterai jamais. Je dis souvent que je suis là où je dois être. Ah, certainement. Ouais. Vous êtes là où vous devez être, puis vous êtes là pour les bonnes raisons. Je pense que vous avez fait les bons choix, et puis, bien clairement, ça vous honore. Patrice Lavoie, écoutez, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Mon Dieu, on en aurait parlé on aurait pu faire encore quelques heures là-dessus. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup de votre temps. Sympathique. Merci beaucoup de l'invitation. Puis bravo encore pour votre émission. Vous nous faites découvrir des gens qu'on connaît plus sous un autre angle. Donc, très honoré d'avoir participé à cette émission. Bien, merci, ça fut un grand plaisir. Et merci aussi à Catherine Bourderon, la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde, évidemment, et vous qui êtes à l'écoute. Bien, vous aussi, je vous remercie. Tiens, merci d'être là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.